côté de la technique, ils n'ont pas été en technologie. Le son des vidéos ne marche pas en live, donc ça marche en réunion. Je rebascule en réunion. Donc là, c'est pour ça enregistre. Okay. Tu as le. Envoyer un monsieur de 16. Ok. Et ça comme. C'est tout. Monsieur Chalin. Donc j'ai là. Là, c'est bon. J'espère que j'ai assez de batterie. Ah non, il est là. Merci beaucoup, parce que si je me penche, je vais ouvrir. Chalin, la batterie. C'est micro-présenteur ou micro-gravité? Dans le... C'est micro-gravité. Non, c'est micro-présenteur. Je l'ai mis dans mon texte. Ah oui, mais t'as mis micro-gravité. Ils seront donc dans la audience. Ok, les scientifiques, ça. Les deux. Est-ce qu'on est OK? Bon, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonsoir, plus exactement. Merci d'être présent pour ce retour d'expérience de ce magnifique projet, grand projet. Alors, eux, ils sont dans les tenants et les aboutissants. Ils sont surtout dans les aboutissants parce que les tenants, ce n'était pas eux, c'était une autre équipe il y a quelques années. Et ça, je laisserai, je dirais, eh bien, soit Mme Perrier, soit vous présenter tout cela, faire un petit peu l'historique. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que j'étais très content d'avoir une équipe de Toulouse, de l'IPSA Toulouse, qui ont fait, je dirais, plein de choses intéressantes. Donc, je ne vais pas dévoiler ce qu'ils ont pu faire, toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, eh bien, ils sont arrivés à un certain résultat, mais ce résultat, ils n'auraient pas pu l'obtenir si Mme Perrier ne les avait pas, je dirais, accompagnés depuis le début jusqu'à ce résultat. Donc, on peut quand même aussi remercier sans aucun problème Mme Perrier pour tous les efforts, le temps qu'elle a passé, le week-end et le reste aussi, ainsi que ses vacances, à vous aider, à vous chaperonner, entre guillemets, par rapport à ce projet. Alors, bien sûr, il y a toujours des lauriers, c'est vous qui les avez au bout, mais il ne faudra pas oublier non plus vos camarades qui ont été, je dirais, à l'initiative de ce projet, qui n'était pas simple au départ. Et je vais m'arrêter de parler, je vais laisser la parole donc à Mme Perrier qui va faire un magnifique exposé. Magnifique. Tout est relatif, ça dépend du référentiel. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup d'être là cet après-midi. Je ne vais pas monopoliser la parole. À l'honneur aujourd'hui, c'est l'équipe qui a amené le robot jusqu'au bout et plus haut, surtout plus haut. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il y a encore du monde. Donc, c'est moi. Je suis passionnée d'espace, mais surtout, je m'implique énormément dans tout ce qui est projet étudiant du spatial. Le début du projet AMI, parce qu'on est là pour ça, c'est novembre, c'est pas du tout 2019, c'est 2018. Novembre 2018, en 408, on était en train de discuter avec des uns et à deux, qu'est-ce qu'ils voudraient faire en grand projet. Et voilà ce qui en est sorti. Comment aider un astronaute en sortie extravéhiculaire.
À l'époque, c'était l'assistant au maintien à l'ISS et c'est comme ça que AMIS est né. Alors, les chefs de projet à l'époque, Mehdi Moufok et Jaoui Oriane, ont eu envie, alors pour Oriane, j'avais mis 2023, Mehdi, c'était 2022. Donc, Mehdi est actuellement ingénieur et ils ont tellement cru dans leur projet qu'ils ont voulu le vendre. Première chose, on veut le construire. Ils ont donc fait une vidéo promo de leur projet. Dès que je trouve la souris. Là, voilà. Appuyer sur la barre espace. Il n'y a pas de son. N'entendez pas. Bonjour, je suis Mehdi Moufok. Et moi, Oriane Jaoui. Nous sommes étudiants en prépa intégrée à l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées. Et avec notre groupe, on s'est lancé dans un projet ambitieux, parallèlement à notre cursus. En effet, il s'agit d'envoyer notre ami dans l'espace afin d'aider les astronautes de l'ISS. Laissez-nous vous le présenter. Le projet AMI, ou Assistant au maintien de l'ISS, consiste en l'élaboration d'un robot capable de se diriger dans le vide spatial à l'aide de mini-propulseurs d'air comprimé. Il aura pour mission d'assurer le transport de charges encombrantes pour les astronautes lors des EVA, faciliter la mobilité des astronautes et la gestion de leurs ressources dans des situations dangereuses comme celle-ci s'avère cruciale. Le projet AMI, c'est donc 40 étudiantes et étudiants de première et deuxième année qui travaillent ensemble et croient en la parité et la collaboration intergénérationnelle pour viser les étoiles. À l'heure actuelle, nous sommes au stade 2 de notre avancement, c'est-à-dire que la conception théorique est achevée et que la production peut commencer. Nous comptons également tester notre robot en apesanteur via le programme 0G en partenariat avec Novespace. Mais faut-il l'avoir construit d'abord? C'est pourquoi le soutien d'Alten nous permettrait de donner vie à notre ami et faire en sorte qu'il devienne celui de nos astronautes. Placer une brique dans la construction de l'avenir, tel est notre souhait. Nous remercions Alten de nous donner cette opportunité et nous espérons avoir le plaisir de défendre notre projet devant son jury. Voilà, et juste pour rappeler les promos d'avant, donc pas celles qui sont encore dans l'école, ceux qui sont impliqués dans le projet jusqu'à avant l'arrivée de nos équipes qui sont devant. Je pense que je les ai quand même mis, mais pas que d'autres. La liste n'est pas finie, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont impliqués, d'où l'association XAMI. Quand vous dites XAMI, en fait, c'est une des associations qui a été créée à l'IPSA. Et sans plus monopoliser la parole, je vais laisser la parole à notre équipe AMIS qui a eu la chance cette année de s'envoler, ou de faire voler notre robot. Donc bonjour, moi je m'appelle Hortense et aujourd'hui donc je suis ici avec Adrien, Valentin, Hugo et Eva pour vous parler donc de ce projet AMIS puisque nous avons atteint un de nos objectifs qui est de faire voler notre robot donc dans un vol parabolique. Donc le projet AMIS, AMIS ça signifie Assistant au maintien de l'ISS. C'est un projet qui a pour but de concevoir un robot qui viendrait aider les astronautes lors de leur sortie extravéhiculaire, mais qui pourrait également servir de robot de reconnaissance en cas de souci ou juste lorsqu'il y aurait une mission de reconnaissance à faire. Donc l'année dernière, on peut dire qu'il y a une vingtaine d'étudiants de l'IPSA Toulouse donc, qui se sont associés pour porter ce projet donc AMIS pour le présenter pour la campagne Parabole étudiante 2022 proposée par le CNES. Alors le robot AMI, hein, c'est un cube de 30 cm de côté
qui est fait, donc, qui est fait de 2 parties emboîtées en aluminium de 3 mm d'épaisseur. Il est composé, donc là on voit juste son corps, mais en réalité il est composé d'un système sous pression qui marche grâce à du dioxyde de carbone, CO2. Et il peut bouger donc, en rotation et en translation. La translation grâce au système sous pression et en rotation grâce notamment à des roues à réaction. Afin de le positionner dans l'espace, nous y avons donc intégré un système électrique avec une centrale inertielle, des caméras TOF, mais on vous en parlera plus en détail plus tard. Notre robot est censé marcher dans l'espace, donc pour le tester, on ne peut pas le tester sur Terre, sauf de le faire voler en 0G. Donc, si vous connaissez un peu ce type de vol, un avion qui est censé reproduire la micropesanteur comme dans l'espace évolue en 3 phases. Tout d'abord, il arrive en palier, puis commence la parabole, où les personnes, à ce moment-là, les personnes dans l'avion ressentent 2 fois leur poids, soit environ 2 G. Ensuite, lors de la parabole, on est dans une phase de 0 G. C'est à cet instant que nous pouvons tester notre robot. Et enfin, à la sortie de la parabole, les personnes dans l'avion reçoivent une nouvelle fois 2 G avant de rétablir le vol en palier. L'avion 0G de Novespace fait ça 31 fois durant une matinée. Et pour cela, l'avion évolue au-dessus de l'Atlantique pour éviter les risques dus aux paraboles. Donc, comme rappelé par Madame Perrier au début, à l'origine, le projet AMI s'appelait AMI pour assistant au maintien de l'ISS. Mais c'est en octobre 2021 que AMI est devenu AMIS, donc avec un S, pour assistant aux missions d'intervention spatiale. Alors, pourquoi ce changement de nom? C'est suite à la rencontre avec l'astronaute français Philippe Perrin, qui est à Toulouse, qui nous a fait fortement remarquer la problématique majeure de ce projet et que le gaz est une ressource très rare dans l'espace. Voilà. Vous connaissez aussi bien que nous, toutes les ressources qui sont utilisées dans l'ISS sont à chaque fois réutilisées et recyclées. Donc, c'est pour ça que c'est devenu ANIS, avec un S. Au passage, cette rencontre avec l'astronaute Philippe Perrin nous a permis de pouvoir l'ajouter en sponsor pour la candidature pour la campagne Parabole pour le CNES. Voilà. Donc, nous avons commencé notre aventure en octobre 2021, puisque nous avions comme débutant le 28 octobre 2021, qui était la date pour rendre notre dossier de candidature, donc qui était un rapport écrit assez long. Et nous avons commencé avant le début des séances de grands projets, qui était le 10 novembre 2021. Donc, c'est pas la première fois qu'on candidate pour les campagnes paraboliques. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà un peu une idée de ce qui était attendu dans le rapport qu'on devait fournir pour la sélection. Donc, on a vraiment mis l'accent sur la justification de tout ce qu'on faisait avec le robot, de tous les matériaux utilisés. Et finalement, le 7 décembre 2021, on a pu apprendre qu'on était sélectionné donc, pour participer à la campagne, aux côtés d'une équipe qui faisait partie de Super-Héros et une équipe des arts et métiers de Aix-en-Provence. On tient aussi à rappeler, parce qu'on en est assez fiers, qu'on était les benjamins de ces équipes, parce qu'on ne possédait qu'un bac+2 du coup, alors que la majorité des équipes, enfin le reste des équipes d'ailleurs, c'était au moins bac+3. On a compris tout de suite qu'on n'était pas vraiment là pour rigoler, puisque une semaine plus tard avait lieu le premier événement de cette campagne. C'était le workshop de Novespace et du CNES. Durant ce workshop, c'était une petite réunion où on devait rencontrer toutes les personnes qui allaient nous encadrer, donc les personnes qui venaient du CNES, mais aussi de Novespace.
et qui allait nous expliquer comment ça allait se passer et nous encadrer tout au long de l'année. Mais durant cette réunion, on a aussi rencontré les autres groupes et on a pu présenter notre projet. Durant cette présentation, on nous a expliqué les points qui n'allaient pas, qu'on ne pouvait pas voler avec. Le premier point, et un des plus importants, c'était que notre structure du robot ne pouvait pas être imprimée en 3D. C'est un peu la solution de facilité, mais c'était impossible. Donc pour ça, on a résolu le problème en construisant une structure faite d'aluminium qui était plus résistante en cas de choc lors du vol. On a aussi vu qu'il y avait pas mal de problèmes avec le circuit sous pression, puisqu'il y avait beaucoup de normes à respecter pour aussi respecter, pour être dans l'avion en sécurité, pour que tout le monde soit en sécurité. Et enfin, dans l'avion, le robot devait être enfermé. Personne ne devait passer en dessous, à côté. Il fallait qu'il soit sécurisé en cas de danger. Donc, aucun de nous ne pouvait être à côté du robot pour le lancer. Donc, il a fallu chercher une solution et une technique pour, sans être dans la zone du robot, le lancer à distance. Et donc, c'est lors de ce workshop que nous avons appris toutes les nouvelles possibilités qu'il fallait penser. Donc effectivement, vu que le robot va évoluer à terme dans un environnement confiné qui est l'avion, et en plus de ça, des altitudes quand même assez importantes, avec des variations aussi très importantes, on s'est rendu compte pendant ce workshop aussi de la réalité administrative de ce programme Parabole. C'est-à-dire qu'on devait communiquer avec deux documents principaux, avec notre ingénieur référent, qui est à Novespace. Donc, c'est un ingénieur salarié de Novespace qui doit s'assurer du bon déroulé de l'expérience, de sa sécurité, de sa faisabilité. Le premier document s'appelle le formulaire expérimental. Donc, c'est un document Word qui nous permettait de discuter avec l'ingénieur référent. Donc, dedans, on mettait tout ce qui caractérisait notre expérience, que ce soit les composants, des produits qu'on allait utiliser, parce que donc, on devait utiliser du CO2 sous pression, mais c'est pas rien dans un environnement confiné. Et on devait tout répertorier dans un document Word avec toutes les normes de sécurité qui étaient dedans. Le deuxième document très important qu'on devait utiliser, il s'appelle le TET, donc c'est un document Excel qui répertoriait tous les problèmes que l'ingénieur voyait dans notre expérience. Et à chaque fois, donc il y avait une colonne où il y avait toutes ces remarques et une colonne où on devait répondre. Ces deux documents devaient être envoyés toutes les 2 à 3 semaines avec à chaque fois des réponses concrètes à chaque questionnement pour éviter de nous faire disqualifier de cette campagne. Parce que finalement, donc, on a été sélectionné en décembre, mais à tout moment, on pouvait être mis sur la touche parce que notre expérience ne tenait pas la route du point de vue des normes et de sécurité pour toutes les autres expériences à bord. Donc, dès le début du projet, nous avons organisé le travail en plusieurs pôles. Nous avons donc fait 5 pôles. Le premier pôle, c'était le pôle communication. Il servait, donc, comme le dit, il faisait donc la communication sur les réseaux sociaux au sein de l'établissement et sur les sites web aussi pour pouvoir donc montrer notre projet. C'était une des conditions sine qua non pour le projet, c'était de faire de la communication dessus. Le second pôle, donc c'était le pôle donc calcul. Le pôle calcul avait pour objectif de entre autres, calculer la quantité de gaz nécessaire pour le vol, calculer les vitesses qui allaient en découler d'une certaine éjection de gaz. On verra plus tard que ça a posé certains soucis de conception. Pour le pôle conception, justement, il a fallu donc concevoir toute la partie donc, du robot, donc en le modélisant sur CATIA, en voyant donc les différents les masses pour pouvoir rester toujours dans une certaine fourchette de masse qui nous permettait de le faire voler en 0G. Ensuite, le prochain pôle, donc c'était le pôle électronique. J'en étais le chef. Et ce pôle-là, en fait, il avait pour but de développer tout l'aspect électronique et programme du robot, donc de pouvoir le mettre en branle dans l'avion. Et enfin, donc, le dernier pôle, c'était le pôle expérience, qui, lui, s'est amusé à construire donc, le bras que vous voyez juste devant.
ici. Donc ça, c'est le bras qui libérait le robot et qui ont aussi donc, fait avec le rack et différentes choses. Donc, c'est aussi le pôle expérience qui s'occupait de tout ce qui est formulaire expérimental et qui le complétait. Donc, parlons maintenant de la construction du robot. Nous avons commencé par construire la structure, comme vous pouvez le voir juste ici. Et nous avons pu la réaliser grâce au père de Valentin qui a un atelier. Et nous avons pu donc percer, plier et effectuer toutes ces mesures sur le robot afin qu'il puisse être construit le plus rapidement possible. Donc, comme vous l'avez vu, on a rencontré quand même pas mal de difficultés parce que déjà, on n'avait pas le niveau pour comprendre certains formulaires. Le formulaire que Adrien vous a parlé, le TED, tout ça, c'était d'un niveau assez élevé qu'on n'avait pas au début. On a dû s'adapter parce que, bien sûr, on s'aidait, les personnes de Novespace, Mme Perrier, mais aussi les autres professeurs nous ont aidés à comprendre, à savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, mais aussi les documents techniques, assez compliqués. Valentin a fait l'électronique, ne comprenait pas tout. Moi, j'ai fait la structure du robot, pareil, et il fallait faire du CATIA, tout ça. C'était assez compliqué. Donc, on a vraiment vu que c'était un niveau différent. Il a fallu nous aider des gens, des professionnels du CNES, de Novespace, mais aussi des professeurs et surtout des élèves des années supérieures. Donc, la campagne Parabole à Mérignac a commencé fin septembre, début octobre. Donc, elle s'est déroulée en 2 semaines. La première semaine, c'était plus une phase de préparation où nous avons préparé donc, le robot, on a finalisé, et nous avons évidemment préparé l'avion. Puis, la deuxième semaine, c'était la semaine de vol. Donc, ce n'était pas vraiment une semaine entière, mais nous avons volé le mardi, puisque les autres équipes volaient les autres jours de la semaine. Donc, cette semaine de préparation, elle nous a permis de finaliser tous les systèmes du robot, que ce soit donc, le rack, qui nous a permis de fixer le bras encore une fois. Il a fallu aussi mettre de la mousse sur tout le contour du robot pour éviter les bords tranchants et mettre les cibles que vous voyez donc, sur cette photo. Donc, ces petites cibles qui vont nous servir à faire du repérage dessus. Après, on a dû aménager, donc on a dû installer le rack à l'intérieur de l'avion. Donc, ce sont des professionnels qui ont fait ça pour que le bras puisse avoir accès justement à l'intérieur de la zone de free floating, qui est donc cette zone délimitée par 3 filets et la surface de l'avion. Et nous avons donc installé sur ces filets des draps qui nous permettent de notamment localiser le robot dans l'espace. Donc cette semaine, elle n'a pas été de tout repos. Donc là, on voit les derniers préparatifs qu'on a dû faire. Donc on a dû installer aussi les caméras GoPro qui nous serviraient à filmer toutes les expériences que l'on a faites. Donc installer notamment, donc vous pouvez voir, il a fallu installer un scotch sur le sol afin de voir où est-ce que le robot chuterait si jamais le bras venait à se déconnecter, pour éviter qu'une personne se retrouve dans ce carré-là à ce moment-là. Nous avons pu débriefer avec les autres expériences aussi pour être sûr de ne pas se gêner. C'était en fait le but principal de l'installation à l'intérieur de l'avion. Cette semaine n'a pas été de tout repos. On a rencontré différentes difficultés, notamment donc, au niveau des systèmes forcément qui tombaient en panne juste avant l'intégration, la programmation qui ne fonctionnait pas trop, ce genre de choses. Donc il a fallu rapidement s'adapter et ça a été assez stressant, mais finalement on a réussi. La preuve, on a volé, mais voilà, donc ça a été quand même une sacrée épreuve. Le lundi de la semaine suivante, donc nous sommes revenus à Mérignac.
pour finir donc tout ce qui était installation, donc vraiment installer les caméras à l'intérieur de l'avion, refaire une dernière simulation avant de monter à bord. Et puis le mardi matin, donc jour du vol, nous sommes rendus à l'aéroport dès 7 h du matin, puisqu'il fallait se préparer pour le vol. On a vérifié une dernière fois l'expérience, que tout était en place. Puis nous avons fait l'injection de scopolamine. La scopolamine qui est un produit qui vient endormir l'oreille interne pour que les sensations donc, de micro-pesanteur ne se fassent pas trop ressentir, parce que c'est vrai que dans ce type de vol, on peut être quand même assez malade assez facilement. Donc, on a fait l'injection de scopolamine. C'était pas une partie de plaisir parce que ça fait tourner la tête énormément. C'était pas très agréable, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand ça se calme, ça permet de passer le vol en toute tranquillité. On a évidemment mis les combinaisons qui sont obligatoires pour faire ce vol, qui sont prêtées par Novespace. Et puis, nous avons décollé vers 9 h du matin. On a découvert d'ailleurs qu'on avait la chance d'avoir comme pilote Thomas Pesquet, comme un des pilotes, puisqu'il y en a 4 en tout. Et donc voilà, vers 9 h, nous avons décollé. On s'est rendu au-dessus de l'océan Atlantique, c'était le plus près. Les conditions étaient favorables. Et il y a un temps avant d'arriver au-dessus donc, de l'océan Atlantique, évidemment. Pendant ce temps-là, on n'est pas lâché dans l'avion, on est vraiment sur les sièges à l'arrière. Et c'est seulement lorsque les pilotes donnent l'autorisation de se déplacer qu'on peut aller se mettre à nos expériences et que les paraboles commencent. Donc, quand les paraboles commencent, on en fait une de test un peu pour voir comment on réagit en fait à ces sensations, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir autre part. Donc voilà, on s'habitue à la sensation de 2G parce que c'est vrai que ça nous plaque un peu, mais c'est pas très désagréable. On finit par s'y habituer. Et puis après la sensation de 2G, il y a évidemment la sensation d'apesanteur. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'on n'y est pas habitué. C'est vrai que il n'y a plus rien qui a de sens, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, on est un peu perdu, mais bon, c'est vrai que c'est très agréable et c'est pas du tout une sensation forte. La scopolamine est une expérience en elle-même, hein, sachez-le. Donc, nous étions 2 à voler parce que pour les expériences étudiantes, il y a 2 étudiants seulement qui peuvent voler. Donc, c'est moi et Hortense qui vont voler. Quel était notre rôle d'opérateur pour l'expérience? Donc, nous avions tous les deux un rôle bien précis. Nous étions positionnés autour du rack, ici. Et donc, une personne, là, donc, sur cette photo, c'est moi, devait pousser le bras, qui est au premier rang, pour mettre le robot à environ 30 cm d'écart du filet. Et au bout d'un moment, lorsque la gravité venait à se stabiliser, le 0G venait à arriver vraiment bien stable, c'est à ce moment-là qu'on désactivait le déploiement grâce à l'interrupteur sur le bras. Ensuite, donc le robot évoluait, faisait son petit bonhomme de chemin. Et lorsque nous arrivions à la fin de cette séquence de 0G, il faut savoir que le 0G dure pendant 20 secondes, seulement 10 secondes étaient exploitables, vous allez voir pourquoi après. Le pilote parle à chaque fois, donc il donne les angles. Vous avez vu au début, Hugo vous avez présenté le schéma d'une parabole de 0G. On commence avec 30 degrés, 40 degrés, et inversement à la fin de la parabole. Et donc tous ces angles sont annoncés par le pilote. Et au bout d'un moment, donc au bout des 40 degrés, l'annonce des 40 degrés, c'est à ce moment-là qu'on devait tirer sur la laisse pour rapatrier notre robot au sol. Donc on avait une laisse pour chat qui était accrochée sur le robot. Donc notre robot était notre petit chaton. Et donc c'était relié au milieu de la zone de fricoting. Et donc pile poil avant les 2G, on devait tirer pour ramener le robot et comme ça il ne s'écrasait pas ne s'écrasait pas tout simplement sur les mains. On va vous montrer une expérience donc de lâcher.
Donc là, vous voyez que donc, le robot est positionné sur le bras et on lâche le robot. Donc la problématique qu'on a eue aux premières paraboles, c'est que le robot avait tendance à tomber. On entend le porte-parole, vous entendez les uns. Et à pull-out, le robot devait être au sol. Et donc c'est là où on se reprenait 2G d'un coup. Mais comme vous avez pu le voir, le robot, une fois qu'il a été lâché, est tombé directement sur les matelas. Ça, c'est dû à la variation de 0G, parce que forcément, c'est expérimental, même s'ils ont de la pratique. Ça fait au moins 30-40 ans que Novespace fait ça. Ça ne peut pas être précis toujours à chaque fois, et le 0G exact est très compliqué à obtenir. Donc les variations étaient négatives et positives. C'est pour ça que le robot est descendu d'un coup, et puis après, il est remonté, il est redescendu. On va vous montrer maintenant un lancer réussi. Donc, voilà. Donc là, vous allez voir qu'on va attendre un peu plus longtemps, et il part. Et ici, on a la lance qui nous servait de repère pour savoir quand est-ce que le 0G venait à se stabiliser. Donc forcément, voilà, c'était la première fois pour trouver des lancers un peu plus compliqués que d'autres. Mais globalement, on a réussi à en faire pas mal comme ça, qui était bien. Parce que en fait, le problème, c'est que dès que le robot arrivait sur un filet, il rebondissait, étant donné qu'on est en 0G, etc. Donc, une fois qu'il a touché le filet, le robot, les données sont plus exploitables, parce qu'il aura acquis une accélération avec le filet. Ouais. Donc, on avait 30 paraboles pour faire nos expériences, mais dans ces 30 paraboles, on a eu le droit quand même d'en garder en réserve pour pouvoir aller dans la zone de free floating. Cette zone de free floating, en fait, c'est juste une zone où on a le droit de voler librement, du coup, puisque sinon, dans le reste de l'avion, on est obligé d'être attaché pour pas partir dans tous les sens. Ça serait un peu dangereux. Et donc, voilà, on a eu le droit d'aller dans cette zone de free floating. On peut nous voir, en fait, là, bon, on ne voit pas très bien, mais c'est nous. Et en fait, c'est super comme sensation, mais c'est assez déroutant. Enfin, en fait, on n'a pas l'impression de se retrouver au plafond assez rapidement. Et bon, c'est un peu compliqué à maîtriser aussi le vol vraiment libre. Voilà, on s'est un peu cogné, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment super de faire ça. Donc oui, dans les phases d'expérimentation, c'est vraiment pas pour jouer, donc on était à chaque fois harnachés. Et on voit justement ici Hortense au plafond. C'est rigolo. Et donc on se trouvait vraiment très facilement projeté au plafond ou contre le filet, etc. Donc on était encadré ici, c'est des personnels de sécurité qui nous surveillaient pour pas qu'on fasse une mauvaise chute. Parce que, mine de rien, on avait des mains courantes, donc c'est des barres ici, fixes à l'avion. Donc c'était notre seul moyen d'accroche vraiment solide, parce que sinon le filet, il pouvait bouger, donc, ce qui n'était pas totalement tendu non plus. Et oui, c'était vraiment très acrobatique, des fois. Donc, après cette campagne de vol, nous avons pu observer les résultats. Donc, tout d'abord, nous avons eu de nombreuses données, notamment grâce à la centrale inertielle qui nous permet d'avoir l'aptitude du robot. Ensuite, on a pu avoir, grâce aux caméras TOF, donc tout ce qui est les distances entre le robot et les parois de l'avion. Et enfin, grâce aux caméras GoPro, nous avons pu avoir de nombreuses images et vidéos du robot. Notre travail maintenant, c'est d'exploiter, grâce à tous ces instruments, d'exploiter les mesures qu'on a réalisées pendant le vol. Donc, avec les caméras et les cibles qui sont placées sur le robot, à l'aide d'un logiciel qui va venir pointer chaque cible à chaque instant, on va pouvoir mesurer les déplacements du robot dans le temps et en fonction de l'espace pour savoir comment un objet, et en particulier notre robot, se déplace en 0G, donc comment il va pouvoir se déplacer prochainement dans l'espace, mais aussi voir son accélération et ses rotations pour quand on va l'animer, que ça soit plus facile à contrôler.
Donc ça, c'était le projet jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, il faut que ce projet dans le futur, ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une brique parmi l'ensemble du projet. Et pour le moment, donc l'avenir du projet, ça va être, le projet va se diriger vers donc l'Aquami. Donc l'Aquami, ça va être un démonstrateur de la mise. Donc c'est le but étant de le faire fonctionner de la même façon que la mise, donc avec deux élections, donc une éjection pour les translations et des roues à réaction pour les rotations. Mais cette fois-ci, le but est de le faire fonctionner dans des piscines à flottabilité neutre, donc c'est en flottabilité neutre, donc sous l'eau. Que ce soit donc au NBL, donc à Cologne, qui est donc un centre de formation pour les astronautes, ou alors la COMEX Marseille, qui est une piscine, donc pareil, c'est un centre avec d'immenses bassins dans lesquels on peut faire de telles expériences. Donc, mais ce n'est pas tout, parce que nous souhaiterions aussi donc continuer le développement de l'AMI en utilisant les données qui ont été récoltées par les différents capteurs. Grâce à ces capteurs, nous avons donc différentes mesures, notamment des translations et des rotations. Translations et rotations que nous devrons annuler grâce au système de propulsion et au système de roues à réaction. Et donc maintenant, nous avons des valeurs pour savoir les vitesses du robot et pour pouvoir les élever. Donc notamment donc, en ajoutant dans l'AMI, donc le prochain qui volera, des roues à action, donc en s'approchant plus d'un modèle type microsatellite, donc avec des roues à réaction, des systèmes de propulsion, des caméras embarquées. Donc ces caméras embarquées nous permettront par exemple de pouvoir orienter de pouvoir repérer des objets dans l'espace, grâce notamment à des petits QR codes. Là, c'est un code qui a été fait par le pôle programmation, dans lequel on peut voir une référence. Donc, en fait, on crée un référentiel à partir d'un QR code, donc en utilisant en repérant les côtés du QR code et en créant donc un repère à partir de ces côtés-là. Donc, c'est une des voies dans lesquelles on souhaitait se diriger. Je crois que c'est tout. Donc voilà, pour conclure, on souhaite rappeler que c'était un projet qui était vraiment ambitieux, qui l'est toujours. On a atteint quand même un de nos objectifs, donc on est fiers, non pas sans difficulté, mais cela nous a vraiment permis de voir comment se déroule un vrai projet, un projet réel avec des personnes qui sont déjà ingénieurs et qui travaillent. Donc voilà, ça nous a appris vraiment beaucoup de choses. On a également pu voir toutes les autres expériences qui étaient dans l'avion parce qu'on ne volait pas seul. C'était hyper intéressant. Il y a plein de domaines qui sont représentés, plein de domaines qui font des recherches, qui viennent donc tester leurs expériences dans l'avion de Novespace. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Et pour finir, on souhaite remercier évidemment toutes les personnes sans qui ceci n'aurait pas été possible. Donc, à commencer par Madame Perrier, qui nous a toujours soutenus, les autres élèves de l'IPSA qui aussi ont fait partie du projet ou pas forcément. Évidemment, les équipes du CNES et de Novespace qui nous ont beaucoup encadrés. Et puis, voilà, toute l'administration de l'IPSA qui nous a aussi permis de pouvoir vivre ce voyage correctement et qui nous a toujours soutenus. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Des questions pour notre jeune équipe, vos camarades, concernant le projet, concernant le vol, plus particulièrement le travail qu'ils ont accompli, la difficulté ou pas? Oui. Alors, une question sur l'ACOMI. Donc c'était au sujet du fonctionnement de l'objectif de l'ACOMI.
En fait, le fait de pouvoir avoir un robot qui puisse donc fonctionner de la même façon que l'AMI, mais en protégeant note, ça nous permet d'avoir des gens autour, de pouvoir tester avec. Comme c'est un centre d'information d'astronautes. Donc c'est intéressant pour nous de pouvoir le faire fonctionner, pourquoi pas dans un entraînement d'astronautes ou ce genre de choses, ou inclure dans l'entraînement d'astronautes, parce que ça nous permettrait premièrement d'apporter beaucoup de visibilité à notre projet, de le rendre beaucoup plus concret, et deuxièmement de pouvoir mieux adapter notre robot aux besoins aux besoins de sécurité et aux besoins matériels des astronautes. Donc c'est pour développer tous ces aspects-là qu'on aimerait développer cet Aquami cette année de. Si, justement, les objectifs, ce serait justement de l'amener à la COMEX ou au NBL pour pouvoir le faire fonctionner dans l'eau en flottaison neutre. Pour compléter, un astronaute, avant de partir, une fois sélectionné, s'entraîne sous l'eau et dans l'avion 0G. Notre robot va faire la même chose pour prouver sa pertinence et il peut ensuite s'adapter. On avait discuté il y a 2-3 ans, quand on avait eu l'idée la première fois de l'Aquami, de l'accompagnement des missions subaquatiques pour les plongeurs, pour les explorateurs, pour ceux qui vont explorer ou retrouver des ressources au niveau des bateaux échoués. Voilà, des épaves. Voilà, merci beaucoup. Donc, il peut ensuite, notre Aquami pourra s'adapter à d'autres missions, pas que spatiales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il n'a pas encore volé dans l'espace. Alors, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, en fait, on a eu énormément de mal à faire passer le côté pressurisation auprès de Novespace pour des raisons de sécurité. Tout simplement, on ne remplissait pas toutes les cases qui nous auraient permis de faire voler le robot avec le système sous pression, ni avec les roues à réaction d'ailleurs. Mais en théorie, en effet, les translations s'effectueraient grâce à des cartouches de gaz, donc du CO2 sous pression. Après, à voir si dans le futur, c'est une solution qu'on retiendra, mais pour le moment, c'est la solution la plus simple qui pourrait nous permettre de développer ce système de propulsion à l'échelle du 0G. C'est ça, c'est qu'en fait, on a pu étudier les mouvements du robot, donc à savoir les rotations qu'il faisait donc sur ces différents axes, ce qui nous permet d'avoir une idée de l'échelle de la vitesse que doit avoir le robot, que la vitesse que doivent avoir les roues à inertie, pour pouvoir annuler justement tous ces mouvements-là et pouvoir faire des expériences plus propres et plus développées au sein d'un vol 0G. Alors, vous avez une question sur Teams. C'est où en êtes-vous du traitement des mesures que vous reste-t-il avant d'avoir votre magnifique rapport final? Le traitement des mesures n'a pas commencé. Damien. Non. Il n'a pas commencé parce que tout simplement on est très occupé en ce moment. Et il va commencer très prochainement. J'espère. Et un joli rapport. Avant le magnifique rapport, oui. D'autres questions? Non? D'autres questions sur Teams? Monsieur Gray? Moi. En toute modestie, Hugo. Donc on nous pose la question sur Teams, quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué dans celles qui vous ont accompagné?
Donc oui, on n'était pas tout seul dans l'avion, malheureusement. Non, pour vous donner un ordre d'idée en termes d'expérience qu'il il y avait des expériences à propos du plasma, pour voir le comportement du plasma en phase de 0G. Il y avait aussi de combustion de gaines électriques, donc ça c'est plus encore pour l'exploration spatiale à venir. Donc ils étudiaient comment certaines gaines allaient brûler en fonction du 0G, leur comportement. On avait aussi du médical, parce que c'était assez étrange, mais on avait des jolis mannequins, tête ouverte, pour de l'intubation. Donc assez spécial, vous arrivez ça à 7 h du matin, vous aimez bien. Et ensuite, il y avait aussi du vélo. Donc, il y avait 2 vélos au fond de la cabine. On a 2 vélos pour juste pédaler, mais c'était pour une expérience d'apprentissage musculaire. Voilà. Donc, les cobayes devaient le matin faire un certain mouvement, parce que ce n'était pas un vélo normal, sinon ça paraît rigolo. Et donc, devaient apprendre ce mouvement et ils analysaient après en 0G comment l'apprentissage musculaire était enregistré. Voilà, entre autres. Donc, moi, pour celle qui m'a le plus, parce que c'était donc celle qui nous ont le plus impressionné, marqué, c'était la combustion de gaines, parce que c'était sous pression, parce qu'il y avait de l'hydrogène aussi dedans. Donc, c'est là où on a vu c'est un système sous pression industriel. Donc, très important. Vous avez des valves. On avait un petit schéma avant dans la présentation sur qu'est-ce qui était notre système sous pression. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de sécurité. C'était le point noir en termes de sécurité de toute l'expérience. Voilà. Et les autres? Pour les autres, après. Moi, je pense que quand on arrive dans l'avion, le plus impressionnant, c'est pas l'expérience elle-même, c'est la grosseur de l'expérience. Par exemple, pour la combustion du fil, le fil, il est grand comme ça, épais comme un cheveu, mais l'expérience, elle est large de moi, Adrien, et juste pour une question de sécurité. Et je pense que c'est plutôt ça qui est vraiment impressionnant quand on arrive dans l'avion, c'est toutes les questions de sécurité qui sont obligatoires pour chaque expérience. Allez-y, continuez. Et on va poser la prochaine question. Non, c'est bon? Il y avait aussi une expérience sur de la manipulation d'objets 3D dans l'espace, avec une petite télécommande, donc une sorte de souris en 3D et un casque VR. Et c'était pour étudier la perception des objets 3D dans l'espace. Et c'était déjà super impressionnant le dispositif en lui-même, puisqu'il avait des capteurs infrarouges. Et je sais que c'était extrêmement marqué parce que on avait peur, en fait, ils avaient peur que le fait qu'on utilise des caméras TOF, donc des time of flight. Il faut savoir que les caméras time of flight, c'est des caméras qui estiment les distances grâce à de la lumière. Donc ils envoient de l'infrarouge. Ils voient le temps que met l'infrarouge, la l'onde lumineuse à leur revenir, et ils en estiment une distance. Ils avaient peur qu'en fait, notre caméra rentre en conflit avec leur expérience. C'est pas déroulé parce qu'on avait des draps et on était assez sûr que, vu la taille de notre système, on était assez sûr que ça ne rentre pas en compétition avec eux, mais c'était vraiment très impressionnant leur expérience pour le coup. Je trouvais ça super intéressant. C'est bon pour tout le monde? Allez-y. Alors, la prochaine question, c'est quelles sont les difficultés qui vous ont le plus embêté sur ce projet? L'ingénieur référent de Novespace n'est pas une réponse acceptable. Le CNES, encore moins. C'est une question du CNES. Ah, le CNES, encore moins. Voilà. Alors, tu nous as jamais embêté. Non, mais honnêtement, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges avec l'ingénieur référent de Novespace, que ce soit en réunion Teams ou bien grâce au formulaire expérimental et au TET, donc Excel. Mais à chaque fois, c'était pour de la sécurité. On n'est pas tout seul dans l'avion, donc c'est normal. C'est dommage de faire péter l'avion, faire exploser l'avion. Donc, ce qui a le plus embêté dans ce projet, ouais, c'est vraiment les normes pour le système sous pression, et puis tout ce qui était les délais de livraison, etc. La charge de travail était quand même assez conséquente pour produire ce petit cube de 30 cm. Donc, mais c'était beau. Et le jour où on va aller la chandelle, je ne sais pas pour vous. Pour moi, le plus compliqué, ça a été de se coordonner. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment fait de projet en groupe, en énorme groupe, parce qu'on était quand même une vingtaine à travailler dessus.
et de faire quelque chose dans son pôle, parce qu'on travaille par pôle, comme on l'a vu, faire quelque chose dans son pôle, et il faut que ça soit en accord avec les 5 autres pôles qui existent, mais celui qui fait une petite action d'un côté, il va contrarier quelqu'un d'autre, du coup ils doivent se mettre d'accord, mais au début on avait 2 heures de cours pour se mettre d'accord, on venait pas à chaque fois tous se voir, donc quelqu'un commençait de son côté, il faisait son truc, il commençait à dire ouais le robot il va être comme ça, sauf que l'autre il avait prévu de son côté que le robot il serait autrement, et à la fin tout le monde avançait sur ça, et on se rendait compte que quand on était en commun, que tout le monde avait travaillé mais n'importe comment. Donc c'était vraiment ça le plus compliqué. Donc là, c'est organisation GP. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que la question était plutôt pour amener le robot jusqu'à la campagne, je pense. C'était parti. Oui, c'est Ouais. bon. Ok. Défi. Alors, moi, je trouve le plus compliqué, ça a été le circuit pressurisé. Parce que bon, ça n'a pas été vraiment très facile. Estimer l'éjection du gaz, c'est quelque chose de pas très facile. Surtout qu'on s'est rendu compte que le gaz ne respectait pas, il n'était pas incompressible, ce qui change un peu tout. Donc, ouais, c'est vrai que ça a été dur. Et bon, on peut le voir, finalement, on n'a pas volé avec le circuit pressurisé parce que vraiment, c'était trop compliqué pour notre niveau. Eva. Ce qui a été dur aussi, enfin, comme Adrien l'a dit, c'était surtout l'administratif, parce que tous les documents qu'on devait renvoyer, tout ça, on n'était pas du tout habitués, on n'a jamais fait ça. Et ouais, le travail d'équipe, pareil, enfin, faire un projet aussi ambitieux, alors que nous, on était qu'en 2e année de prépa, et enfin, ça, c'était vraiment dur. Il nous manquait un peu de connaissances, enfin, un peu beaucoup. Si on avait eu plus de connaissances, je pense qu'on aurait fini plus rapidement. Et voilà. Une question. Pour moi, je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'était surtout de se rendre compte que on arrivait, en fait, même sur des systèmes qui semblaient être très simples, on arrivait rapidement à buter contre un problème qui était insoluble à notre niveau. Donc, on a parlé du système sous pression avec les calculs de pression au sein du système pressurisé. Pareil pour la programmation, là où une simple phrase il faut pas que ça percute les murs et il faut que ça soit droit dans l'avion. Ça tient en 2 phrases. Pour la programmation, c'est un tout autre challenge. Et je pense que ce qui a été sans doute le plus dur, c'est de se rendre compte de l'énormité de la tâche et de trouver des solutions plus simples, plus abordables à notre niveau. Et c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à faire. Oui, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, mais ça a été compliqué, surtout je me rappelle d'un conseil qu'on nous avait donné, c'était le RFM, je crois, Read the fucking manual. Vraiment, c'est pas une blague, c'est-à-dire que en fait, quand on est dans son projet, on a très vite tendance à oublier qu'il y a un cadre autour de ce projet. Et là, on peut se poser des questions en mode ah, comment je peux faire ça, ah, comment je peux faire ça. Si on lit toutes les caractéristiques du produit, si on lit les domaines, ce genre de choses, on se rend vite compte que les solutions, en fait, elles nous sont souvent plus imposées. Et donc, La réponse est dans l'énoncé. c'est ça, la réponse est dans l'énoncé. Ouais, merci. Oui. Est-ce que vous avez réfléchi à des idées ou à des tâches qu'il faudra faire pour aider à ce projet? Alors oui, on avait donc ça c'était le pôle de conception qui se chargeait de ça, non? Oui. Donc il y avait une idée de mettre des panneaux solaires dessus, il y avait une idée de l'utiliser comme boîte à outils. C'était une des premières utilisations de l'ANI qu'on pensait. Ensuite, on a eu pour idée de l'utiliser comme étant un système d'observation, donc une sorte de caméra en fait qui éviterait d'envoyer l'astronaute un peu au casse-pipe. Notamment, donc un des exemples qui nous a assez marqué, c'était lors de la venue de monsieur l'astronaute français qui est venu, Philippe Perrin. qui était venu et qui nous avait dit en gros que pour la Space Shuttle, celle qui c'est donc Challenger, celle qui c'est donc
qui s'est carbonisé dans l'atmosphère suite à un choc d'une tuile thermique. Ce genre de choses aurait pu être évité si on avait pu faire des photos de l'intégralité de la navette avant sa rentrée. Et donc l'idée qu'on avait émise, c'était de mettre une caméra sur l'AMI pour pouvoir justement aller observer potentiellement des impacts de débris ou ce genre de choses autour et voir les systèmes sans rien se remettre en danger. Et récupérer aussi les leçons de l'AMI d'Elf. Alors, vous pouvez, si tu veux, tu lis le retour. Tu vois? Non, j'ai le message du presse. Alors, les gaz ne sont pas parfaits ni incompressibles. La théorie ne correspond pas à la pratique, c'est des questions. Le monde de l'ingénieur est plein d'approximations à gérer par l'expérience. Une autre question. Vous avez bien retenu les exigences et toutes les problématiques d'un projet d'ingénierie réelle. Bravo, félicitations pour cette présentation. Et pour ce que vous avez retenu du projet. Rendez-vous le 15 décembre à Nov Espace pour le prochain workshop et pour les mêmes genres d'exercices auprès de vos successeurs. Voilà. Et merci à vous d'avoir assisté, Monsieur De Sèze. Il vous remercie de nous l'avoir permis de participer. Si vous n'avez pas d'autres questions, je donne la parole à Monsieur Chalin. Moi, j'aurais 2 ou 3 petites questions. Alors, la première, elle est très simple, c'est le fait de reprendre un projet comme ça derrière les camarades. Est-ce que vous sentez pas bridé? Est-ce que vous êtes obligé de continuer? Ou alors, est-ce que vous avez pu amener, je dirais, une valeur ajoutée par rapport à tout cela? C'est la première question, il y en a d'autres. Justement, l'intérêt des grands projets, c'est qu'on reprend la suite d'équipes passées. Mais Madame Perrier et puis même les autres étudiants nous permettent d'aussi ajouter notre innovation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le nom aussi pour marquer une frontière entre l'avant et l'après. Et donc, bon, forcément, on s'inspire des équipes passées, mais on essaie toujours d'améliorer pour aller vers le haut. Alors, pour le vol 0G, vous avez parlé d'injection de scopolamine. Bon, c'est bien pour 2G. Bon, ok, je comprends que vous n'avez pas trop l'habitude. Comment est-ce que vous êtes réparti le fait de dire ben, c'est un tel et un tel qui vont aller voler? Vous avez fait ça à chiffonnier ou vous avez fait comme ça comment? Et au dé? Il y a eu tirage au sort. Voilà. Sur un site qui est le plus accessible, vous tapez tirage au sort aléatoire, vous remplissez les 6 noms de l'équipe sélectionnée et 2 noms sont sortis, Adrien et Hortense. Donc le hasard a bien fait les choses avec une jeune fille et un jeune homme. Donc la parité a été respectée. Bon. Je présume que les autres, vous avez été un petit peu frustrés par rapport à cela. Vous auriez bien voulu aussi y aller. J'aime bien enfoncer le clou, c'est normal. Merci. Vous savez, il arrive un moment où dans la vie, ben, on fait comme on peut, on participe à un projet. Le fait de participer, c'est déjà beaucoup. Il y en a 2 qui ont eu la chance ou la malchance, je ne sais pas encore, d'avoir volé sur le 0G. Merci à Scopolamine aussi, hein, c'est sympa. Hein, c'est une grande expérience, ça aussi. Je n'ai jamais connu ça parce que je me suis toujours refusé à en avoir. Et ça, c'est notre problème. Mais le fait est, c'est que derrière, vous avez, je dirais, ben, vous avez participé tous à l'élaboration de ce magnifique projet. Surtout, c'est que vous avez su montrer le savoir-faire de votre savoir-faire des étudiants de l'ensemble de l'IPSA, mais pas que de 2022, mais depuis 2018. Donc ça, c'est important. Ça prouve simplement la chose suivante, c'est qu'au niveau de l'IPSA, on a de la suite dans les idées. Donc on continue. Je crois justement que vous avez eu la chance d'avoir M. Thomas Pesquet avec vous, qui a été quand même un petit peu, je dirais, surpris, mais dans le bon sens du terme, de votre expérience. Il a passé un petit moment devant le filet pour pouvoir regarder un petit peu ce que ça donnait, je crois, si mes informations sont bonnes. Je crois qu'elles le sont. Donc ça, déjà, ça prouve un savoir-faire. Et je pense que vous pouvez vous en féliciter. Ça vous fera une magnifique
je dirais, expérience pour ceux qui ont volé, mais aussi pour ceux qui n'ont pas volé. Parce que si vous n'aviez pas été là non plus, ben, ça n'aurait pas pu se faire. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, c'est toujours le même principe. Quand un pilote est dans un avion, on ne voit que lui, mais en réalité, il y a tout ce qui va autour. Et ça va même jusqu'au cuistot qui nous permet donc de donner à manger au pilote. Ça, c'est important. Pas le fait de donner à manger au pilote, mais tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est une très très belle expérience et je vous en remercie. Surtout, gardez-la bien en tête. N'oubliez pas de la raconter plus tard quand vous serez, je dirais, dans la vie professionnelle. Ça vous fait un sacré plus par rapport à tout ce genre de choses. Donc, bravo à vous. C'est, je dirais, une magnifique expérience, un bel aboutissement. Bien sûr, on vous a accompagné. Je me souviens d'une réunion qui avait eu lieu fin du mois d'août, je me souviens de son exact, où la personne, c'était Novespace, qui était venue. Ils n'étaient pas tellement, je dirais, confiants par rapport au vol. Et vous avez su, je dirais, faire ce qu'il fallait pour que ça puisse, je dirais, se faire en temps et en heure avec ce vol 0G. Donc, félicitations à vous. Mais félicitations aussi à toutes les autres personnes qui ont participé à ce projet, de plus ou moins loin. Bon, bien sûr, Mme Perrier, et ça c'est déjà fait, on l'a déjà dit. Mais aussi à tous vos camarades des années précédentes qui ont pu le faire, qui ont initié ce projet. Et ceux qui n'ont pas été dans le projet. Et je vais donner la parole à Mme Perrier qui va pouvoir donc vous dire encore quelques petites choses. Mais sinon, pour moi, bravo. Et continuez comme ça. Merci. Alors oui, je rajoute les remerciements, bien évidemment. J'avais mis une petite slide, mais je n'ai pas fait honneur à tout le monde. Je remercie vraiment tous les étudiants qui se sont impliqués, tous les intervenants externes qui nous ont aidés avec des idées, avec leur expertise. Petit clin d'œil au fait que notre équipe ici a volé le 4 octobre 2022 pour l'anniversaire du vol du premier satellite artificiel et qu'aujourd'hui on fait la présentation le 16 novembre 2022, alors que ce matin, la fusée Artemis s'envolait avec Orion à son bord qui va faire le test d'émission habitée pour la Lune et surtout qui va amener un vaisseau au plus loin, un vaisseau futur habité le plus loin lors d'une mission lunaire parce qu'il va s'éloigner un peu plus que les missions Apollo de l'orbite lunaire. Merci beaucoup à tous. Je sais que c'était stressant. Je sais que parfois, vous m'avez senti très loin, mais ça fait partie du jeu. Il faut que moi, de mon côté, je fasse mon deuil sur le fait que je ne peux pas vous accompagner tout le temps et que je dois vous laisser vous envoler. Pour le coup, c'est fait. Vous êtes bien envolés. Je pense que d'ici quelques années, vous regarderez différemment cette expérience et vous comprendrez certaines de mes décisions, ainsi que la valeur ajoutée que cela vous a apporté dans vos vies professionnelles et pas seulement. Merci à vous d'être là ce soir et d'avoir resté rallonger votre mercredi, votre journée de travail pour certains. Merci d'avoir fait le déplacement pour d'autres. Et sur ce, je laisse M. Chalin vous inviter pour la suite des événements. Quelle est la suite? Je ne sais pas. J'en sais rien. Donc, écoutez, surtout, je voulais aussi donc, remercier. Donc, on fait toujours dans les remerciements. Ouais. On a l'impression d'être au César. Je remercie tout le monde. Donc, le but du jeu, je remercie aussi Ophélie Morel, ici présente, celle qui a pu donc faire la technique pour tout ce qui est retransmission, entre autres. Merci. Et ensuite, pour l'organisation de ce petit dépôt de l'amitié, en toute je dirais, simplicité. Vous savez que nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas une soirée étudiante, on le fait un petit peu différemment, mais c'est simplement fait pour arriver à marquer le coup. Je pense que c'était important de le faire. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite dans l'espace qui est juste à côté. Merci à vous. C'est bon. Salut à tous, kiffez bien. C'est dommage que tu sois pas venu. Ouais. On est trop triste. J'avoue. On peut pas tout faire. J'avais envie vraiment, mais c'était pas faisable avec les petits. Sinon, je pense que j'aurais pas vraiment pu assister à tout ce que vous avez dit. C'était mieux comme ça.
Mais bon, il me tarde la prochaine occasion, hein, dès que le rapport est fini. Avant, Bientôt. Avant. On a quelques paraboles chez tonton, c'est prévu. Moi, en tout cas, je l'ai noté. Allez, profitez. Merci. Et bravo encore. Merci.